Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. J'espère que vous portez bien depuis la dernière fois. Alors, par contre, cette semaine, je vous préviens, il y aura un tout petit peu moins de sujets que d'habitude parce que il y a la grosse partie sur vos questions auxquelles je réponds. Donc ça prend un certain temps et c'était soit moins de sujets, mais pas une vidéo qui dure 3 heures. Donc bon, j'ai arbitré. On reste sobre mais efficace. Et on commence sans plus attendre. Il y a une petite nouveauté bien sympathique qui vient de sortir chez New Roots. Ça, la Mac and Sauce. Alors, je vous ai déjà parlé de New Roots, mais si vous connaissez pas, parce que c'est pas une marque que je trouve suffisamment bien distribuée en France, à mon grand regret, eh bien c'est une crèmerie végane suisse. Et leur truc, c'est de remplacer les produits laitiers par des alternatives savoureuses. Donc généralement, objectivement, tout ce que j'ai goûté chez eux est excellent, vraiment. Et alors ça, c'est nouveau. Ils vont sur un terrain qui sort un petit peu de ce qu'ils font d'habitude, à savoir des fromages frais, de la raclette, même de la crème fraîche végétale qui a tombé par terre. Enfin, ils ont vraiment un très beau catalogue. Ça, c'est un petit peu différent. La Mac and Sauce, vous l'aurez compris, son principe, c'est une préparation pour faire un mac and cheese, le célèbre petit plat réconfort anglo-saxon. Alors oui, pour le coup, on sort des traceurs helvétiques, assurément, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, aussi, c'est vrai que faire une sauce maison pour faire du mac and cheese, c'est pas bien compliqué quand on a tous les ingrédients sous la main et puis le petit tour de main qui fait la différence. Maintenant, moi je suis curieux, je suis toujours preneur de sauces toutes faites pour gagner du temps quand on a juste une petite fringale, un moment où on est pressé, on a envie de manger, pas forcément de sortir tout le tralala, pourquoi pas? Finalement, si c'est aussi simple à utiliser qu'un pot de sauce tomate ou un petit pot de pesto, moi, je dis oui. Donc, voyons à quoi ça ressemble. Hop là. Ah, écoutez, ça ressemble à ça. Je pensais que ce serait un peu plus crémeux, fluide, on va dire, alors que là, c'est assez solide. Donc, il y a de la densité. On n'est pas volé. On va avoir une sauce très riche. Donc, c'est pas un point négatif. Mais on n'est pas du tout sur une texture de sauce très fluide comme ça se trouve généralement. Donc, au niveau du procédé, on peut réchauffer la préparation et intégrer des pâtes, c'est un peu l'idée, ou les verser directement dans des pâtes chaudes. Moi, je pense que vu la densité, ça vaut le coup de faire fondre à feu doux. Allez-y, sans plus de manière, on y va. Ah, la texture est vraiment épaisse. Mais alors ça sent vraiment le fromage. Ouais, ça va très très vite. Voilà, c'est bien fondant. Il s'est passé 20 secondes. Donc parfait. Mais j'ai bien fait. Et hop. Voilà. Ouh. Et voilà. Franchement, visuellement, c'est pas mal du tout. Les pâtes sont bien nappées, on voit que c'est bien luisant partout, il y a une bonne quantité. Ça sent bon, ça sent fort, mais ça sent bon. Donc, goûtons. Oh là là. C'est très très bon. Rien à voir, sincèrement, rien à voir avec les mélanges tout faits de poudre pour mac and cheese. Pour ceux qui ont déjà un peu voyagé dans les pays anglo-saxons, vous le savez, on trouve des versions véganes où il y a la dose de pâte et puis le sachet de poudre qu'on va délayer pour faire une sauce assez riche. Et c'est pas mauvais, enfin c'est très industriel, mais c'est pas mauvais, le rendu, ça fait le job. C'est pas fou, mais ça fait pas le job. Là, c'est très bon en fait. C'est riche, il y a beaucoup de saveurs, il y a de la profondeur. En revanche, je vous avertis tout de suite, on est sur un mac and cheese, effectivement, vu par des Suisses. Je sais pas comment vous expliquer ça. Le goût des fromages n'a rien à voir avec du cheddar.
ce qui est normalement le fromage utilisé pour du mac and cheese. Un cheddar plutôt doux, donc un fromage qui n'a pas un caractère de folie. Là, ça a du caractère, là, ça a du goût. Ah non, vraiment, j'y retourne. Oh, oh. C'est super. Bon bah voilà, je suis content. J'aime bien découvrir des bons petits produits comme ça, qui simplifient le quotidien. Hein. Quand il y a besoin, c'est chouette. Donc, si vous avez déjà goûté, dites-moi ce que vous en pensez. Et sinon, je vous le recommande vraiment chaudement. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Chers amis, on se retrouve pour l'exercice annuel traditionnel de la foire aux questions. Et alors pour ce faire, j'ai décidé de venir me promener sur un lieu un peu atypique, à savoir la Petite Ceinture. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des anciennes lignes de métro aériennes qui faisaient le tour de Paris. Et depuis quelques années, il y a eu quelques aménagements dans le 17e arrondissement, dans le 12e, je crois dans le 14e aussi, pour pouvoir faire des promenades. Voilà. Alors il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est calme, et je me suis dit pourquoi pas. Je vais donc répondre à vos questions que vous m'avez laissées sur YouTube et sur Instagram. Et pour ce faire, j'ai catalogué en 4 sections des grandes thématiques afin que ce soit un peu plus clair et regrouper les choses de manière un petit peu organisée. Commençons par vos demandes qui concernent la chaîne. Alors, envisages-tu un vlog dans d'autres villes de France histoire de dénicher des bons coins véganes ? C'est une question qui revient presque chaque année. Ah, on va être honnête, c'est un truc qui revient et je comprends puisque tout le monde n'est pas à Paris et forcément je suppose que ça vous intéresserait que je vienne dans vos régions pour essayer d'explorer, trouver, peut-être dénicher des bons petits plans ou mettre en avant des trucs véganes sympas. Sauf que, je vais me répéter, mais finalement la situation n'a pas vraiment évolué dans le sens voyager, en France ou à l'étranger, mais en France, ça coûte finalement cher. J'ai pas le budget pour me déplacer à travers la France de manière libre. Le train, c'est hors de prix. Et après, quand on se déplace quelque part, généralement, c'est pas juste pour la journée, ou alors c'est vraiment des villes très proches de Paris. Hein, voilà. Donc, ça occasionne d'autres frais annexes qui sont hébergement et puis restauration sur place, etc. etc. Donc forcément, moi c'est quelque chose qui me plairait, mais tant que j'ai pas trouvé une source de financement qui permette de mettre à bien ce projet et de manière pertinente, je le mets même pas sur le tapis dans ce que je compte faire prochainement, parce que c'est un vœu pieux, on va dire. Et puis, pour être très honnête avec vous, j'explore quand même, grâce à Happy Cow, ce qui se passe en France. Et souvent, quand on me dit, tiens, dans quel coin, là, il y a un truc bien, je sais pas. Personnellement, je connais bien Paris, je connais un petit peu Lyon, je connais quelques villes, mais vraiment pas beaucoup, finalement. Donc, je ne suis pas forcément du meilleur conseil. Donc, moi, je vais sur Happy Cow et je regarde. Et alors, selon la ville qu'on m'a indiquée, parfois, j'avoue que je suis assez déconfit parce que l'offre végane est soit inexistante, soit elle existe et ça me fait mal au cœur de le dire, mais parfois elle est vraiment pas terrible. Quand je vois les photos, que je vois la proposition, je me dis waouh, ouais, il faut vraiment avoir faim. Et ça me fait pas vraiment plaisir de vous le dire, mais j'essaie de vous montrer quand même une restauration qui est diversifiée, qui est appétissante, qui est créative, qui fait plaisir et pas juste des options véganes d'un peu de survie. Et encore de nos jours, il y a plein d'endroits en France où il y a des établissements qui sont végétariens ou végétaliens, où personnellement, moi, ça me donne pas du tout envie et je n'irai que si j'ai pas d'autre solution. Voilà, ça c'est le triste constat. À quand une vidéo avec la team Cardinal, Flo, Marie et Laura? Alors, est-ce qu'il y a une team Cardinal? Non, pas vraiment. Disons qu'il y a quelques visages récurrents qui apparaissent de temps en temps. Pour vous répondre, Flo et Marie ont déménagé, ne sont plus à Paris. Donc, les possibilités de faire des vidéos de manière très spontanée, comme on a pu le faire,
Par le passé, ça va être quand même un peu plus limité. Je dis pas que ça va pas revenir, évidemment, mais voilà, faut pas trop y compter. Quant à Laura, je l'ai déjà dit, elle s'est déjà exprimée d'ailleurs plusieurs fois sur la question, elle n'est pas du tout à l'aise face à la caméra. C'est pas un exercice qui lui plaît, qui lui fait plaisir. Donc, quand on la sollicite pour être face caméra, parfois elle accepte, je vais pas dire de mauvaise grâce, parce que sinon elle le ferait pas, mais elle est jamais à l'aise avec ce truc. Donc moi, je vais pas lui imposer, ni lui demander de faire un effort. Ça n'a aucun intérêt. Puis finalement, c'est ma chaîne, pas la sienne. Donc, si un jour, elle se sent le cœur de donner son opinion face caméra par rapport à des dégustations ou ce genre de choses, je serai le premier informé, et vous aussi. Alors là, c'est pas une question, c'est une demande. Je souhaite une interview avec Eddy. Alors là, je reviens à mon premier sujet sur la province. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Eddy, c'est un abonné, un vieil ami même, qui est perceur, qui est basé à Caen, et qui est vegan et straight edge de très longue date. C'est une personnalité très intéressante et effectivement, je suis sûr qu'il aurait énormément de choses à nous dire. Mais voilà, faut qu'on ait l'occasion de se voir, de se croiser. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, c'est vrai. Mais voilà, faudrait peut-être que ça s'organise. Là, par contre, Paris-Caen, dans la journée, c'est possible. J'avoue, c'est possible. Donc, Eddy, je suis sûr que tu regardes la vidéo, on en parle. Vas-tu refaire des recettes de glace avec la Ninja Creamy? Il y a peu de ressources en français en recettes véganes. Assurément, j'ai la machine. Voilà, je la ressors à chaque fois pour l'été. Moi, je m'en sers beaucoup moins que Laura, qui aime beaucoup s'amuser à créer des petites glaces. Mais comme l'année dernière, je vous ai fait une série de 3 glaces dans une seule vidéo durant l'été. Donc je compte bien refaire ce genre de choses l'année prochaine. Après, sur quel parfum, quelle thématique, je ne sais pas encore, mais vous pouvez compter dessus, ça c'est certain. Autre sujet, autre ambiance. Ah oui, c'est très street, hein. Cette petite promenade, elle est sympa. Mais bon, voilà, il y en a qui se lâchent. Mais c'est pas grave, ça fait son charme. Alors, on va parler business. Eh oui, jamais tenté de proposer des formations, masterclass ou cours de cuisine en ligne payants. Alors, pour tout dire, quand je me suis lancé dans mon activité, l'idée de donner des cours de cuisine faisait partie intégrante de mon business model. Sauf que c'était une idée cool hein, en soi, mais je me suis rapidement heurté à la réalité de ce que c'est que louer une cuisine équipée à Paris pour pouvoir donner des cours. C'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Pour vous dire, hein, il y a 6 ans, donc quand j'ai commencé, c'était tellement cher que je ne pouvais pas prévoir de donner des cours pour des recettes simples à moins de 180-200 € par personne. Voilà. Et avec ça, je gagnais pas grand-chose, puisque déjà, il y avait à peu près 100 € par personne qui partait pour la location du lieu, plus l'achat des ingrédients, plus les frais inhérents à l'activité, toutes les charges sociales qui vont avec. Finalement, moi, il ne me restait pas grand-chose potentiellement dessus. Et vous, ça vous aurait coûté excessivement cher. Je me suis dit, mais qui va mettre autant d'argent juste pour apprendre à faire un plat avec moi. C'est pas que je me sous-estime au niveau de la valeur de mon enseignement, c'est pas la question, c'est juste, ça m'ennuie de demander autant d'argent alors que finalement l'enseignement lui-même pourrait être moindre. Et effectivement, l'idée de donner des cours en ligne, c'est un truc qui me travaille. Le problème que j'ai, même si j'y réfléchis très fortement, c'est comment organiser dans ma petite cuisine que vous connaissez à travers mes vidéos, comment je peux organiser des cours de cuisine pour vraiment interagir, montrer les gestes, etc., etc. Quand je filme, je bouge la caméra manuellement, mais quand on est dans le jus et qu'on s'adresse à des gens qu'on est en train de contrôler, soit un chat, soit effectivement une vraie visio en multiconférence,
Les outils existent, mais il faudrait avoir plusieurs caméras, avoir un petit boîtier qui switch entre les prises de vue. Enfin, pour faire quelque chose de propre, il y a un investissement qui est quand même pas moindre. Voilà. Donc j'essaye de voir comment bricoler quelque chose de propre pour proposer potentiellement des cours accessibles, mais rémunérateurs pour moi quand même, de manière conviviale. Sachant que je l'ai déjà fait au sein de l'AVF, voilà, surtout pendant le confinement, où j'avais des gens qui étaient connectés sur Zoom, et voilà, on bricolait avec, à l'époque j'avais que mon iPhone hein, pour filmer, et je le bougeais, enfin c'était un petit peu bizarre, et j'avais sur mon iPad à côté la visio avec les différents écrans. C'était pas pratique, mais on s'en est sorti, donc est-ce que je vais me relancer dans ce genre de bricolage en attendant mieux? Peut-être. Ah, question qui revient quasiment à chaque fois, un projet d'écriture d'un nouveau livre? La réponse, comme l'année dernière, est non, absolument pas. Voilà. J'ai pas d'idée, on va dire révolutionnaire, qui mérite un livre. Voilà. Très objectivement, j'ai quand même tendance à dire que avec tout ce qu'on a sur Internet, avec tout ce que beaucoup de gens ont déjà fait, dont moi, enfin ça fait quand même 18 ans que je produis du contenu à travers soit à l'écrit à l'époque de VGZone, soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit dans les livres. Bref, j'ai quand même déjà créé énormément de choses. Faire un nouveau livre, pour moi, ça voudrait dire apporter une nouvelle pierre à l'édifice du véganisme en apportant une solution à une problématique ou un sujet très fort qui n'a pas été abordé. Or, honnêtement, je ne le vois pas. Je ne l'ai pas sous le nez, je ne sais pas. Donc, je m'abstiens. Je préfère avoir des livres qui ont du sens que une éternelle répétition, une sempiternelle repompe de ses propres idées, voire des idées des autres, parce que tout se recycle à un moment ou à un autre. Donc, si c'est juste pour faire des variations autour de choses déjà faites, très peu pour moi. Donc, je m'abstiens. Arrives-tu à vivre de ta chaîne YouTube et d'Instagram ? Alors, très bonne question. Alors déjà, je vais retirer le côté Instagram, parce que beaucoup de gens imaginent que en tant que créateur, quand on publie sur Instagram, on est rémunéré par Instagram. Alors oui, ils ont mis un petit programme de rémunération, mais qui est alors pour le coup très très symbolique. Je ne l'ai même pas activé tellement c'est pas intéressant. Hein, c'est vraiment pour gagner quelques centimes. Donc non. Donc, à part les partenariats, ce que je vais pouvoir publier sur Instagram, vous voyez, collaboration commerciale, comme sur YouTube, hein, finalement, c'est la même règle. Donc, si vous avez cette mention, il y a effectivement une prestation qui est vendue à un client. Voilà, ça fait partie de mon business. Donc, souvent une marque de produits vegan que je vais mettre en avant à travers une recette ou une présentation. Donc, Instagram est un support pour vendre du contenu à des marques. Mais Instagram ne rémunère pas. Voilà, sachez-le. C'est pas la peine d'imaginer beaucoup de choses quand vous voyez que c'est rare, hein, que vous voyez une collaboration commerciale sur mes posts. Hein, c'est rare. En revanche, YouTube, c'est autre chose. Est-ce que je vide la chaîne directement? Pareil, non. YouTube est un peu plus rémunérateur, mais c'est calculé en fonction du nombre de vues et bien sûr du nombre d'abonnés. Ma chaîne, même si elle a une croissance, elle reste modeste. Donc, en gros, tant qu'il n'y a pas, allez, on va dire très, très modestement, 100 000 abonnés, je ne pourrais pas dire YouTube me suffit pour vivre. C'est complètement illusoire. En revanche, idem, il y a les partenariats, et ça, vous le voyez, il y a des partenariats de temps en temps sur la chaîne. Koro, hein, dans cette vidéo que vous regardez aujourd'hui, il y a un partenariat Koro. Ça, c'est un partenaire déjà de longue date et très fidèle. Et la bonne nouvelle d'ailleurs, hein, c'est que Koro a renouvelé sa confiance cette année et même a doublé la confiance puisque j'ai 2 vidéos qui seront en partenariat avec eux par mois. Ça, c'est super chouette. Franchement, je suis très content.
Ensuite, bah oui, il y a des partenaires un peu plus sporadiques, hein. Donc, il y en a eu un en début d'année, il y en aura un autre en février, il y en aura peut-être d'autres dans la suite, je l'espère. Idéalement, oui, il faudrait avoir des partenaires à toutes les vidéos pour avoir un revenu un peu plus stable. Parce que vous pouvez avoir un gros coup. Alors, gros coup, calmons-nous, hein. On n'est pas à des dizaines de milliers d'euros, très 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 loin de là, hein. Vraiment, n'imaginez pas que les sommes sont folles. Elles sont même plutôt modestes. Donc, de temps en temps, on a un contrat qui est plutôt sympa, mais pendant 6 mois, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est un peu comme dans le milieu artistique, où vous allez tourner un film, ou jouer dans une pièce de théâtre, ou faire une activité artistique. Vous allez avoir votre cachet, ça va être intense pendant quelques mois, et puis tout le reste de l'année, il n'y a rien qui rentre. Et c'est compliqué. Bon, bah voilà, c'est pareil. Être youtubeur, c'est un peu être un artiste dans sa condition, hein, dans sa précarité aussi. Et puis je le rappelle, il y a aussi vous, tout simplement, parce que vous êtes un certain nombre à me soutenir sur Tipeee depuis de nombreuses années. C'est hyper agréable. Voilà, vous faites confiance. C'est le principe du pourboire, hein, tips. Tipeee, c'est ça. Donc, merci à vous. Et ça compte. Ça compte vraiment dans le total. Depuis cette année, il y a aussi donc cette idée du merci sur YouTube que j'ai activé, qui est l'équivalent, hein. Vous avez le petit cœur en dessous là, vous pouvez cliquer et faire un don, un pourboire, voilà. C'est exactement comme Tipeee, sauf que c'est intégré directement à YouTube, voilà. Et puis on ne va pas négliger aussi les membres de la chaîne, je vous en parle assez régulièrement, c'est une souscription, et là par contre ça vous donne des petits droits, alors pas grand chose, hein, ça reste assez symbolique, mais il y a quand même quelques vidéos en exclus, il y a le fait que vous puissiez voir ces vidéos aussi en avant-première, dans la journée, hein, avant la mise en ligne à 17h45. Je réponds toujours à vos commentaires dès que je les lis, alors que dans mon process de travail, les commentaires des abonnés standards, on va dire, c'est toujours le lundi que j'y réponds. Je consacre mon temps à ça. Pour les autres, j'essaie d'être extrêmement réactif, d'être très présent. Donc voilà, c'est pas cher. Donc si vous voulez soutenir mon travail et stabiliser mon activité, vous pouvez devenir membre ou Tipeee, etc. Alors dernière question de cette catégorie, est-ce que le fait que Sweet Romance est fermé a impacté financièrement ta collaboration avec eux? Comment je peux comprendre la question? Alors, depuis qu'ils ont fermé, il n'y a plus de collaboration avec eux. Voilà. Maintenant, si je prends la question un petit peu autrement, est-ce que le fait que Sweet Romance, avec qui je travaillais en tant que chef consultant, a fermé, est-ce que ça a eu un impact financier pour moi? Indéniablement. Voilà. Ça a été un trou financier, alors que pendant plusieurs mois, j'avais trouvé une petite stabilité grâce à cette activité de consultant. C'est fort dommage, mais c'est comme ça. Et j'espère que je vais retrouver un autre resto qui aura envie de me faire confiance et avec qui je vais pouvoir travailler de la même manière. Ce serait vraiment génial. Nous passons à présent à la section suivante qui va parler de véganisme. Et pour ce faire, il pleut. Voilà. Mais j'assume. Voilà. Les aléas du plein air. Alors, allons-y. Pourquoi les gens perçoivent les véganes comme un lobby qui veut imposer comment manger? Alors, pourquoi? C'est compliqué parce que finalement, il y a beaucoup de véganes différents. Il y a beaucoup de gens qui sont face à des véganes qui ont un parcours très diversifié. Voilà. Donc, il n'y a pas de réponse universelle à cette question. La réalité est que à partir du moment où quelqu'un a le sentiment qu'on lui impose quelque chose contre sa volonté, ou qu'on essaye de le convaincre alors qu'il n'a rien demandé, ça coince. Voilà. C'est pas plus compliqué et c'est pas lié au véganisme, c'est à tout sujet. Si vous essayez d'imposer vos idées à quelqu'un avec force et conviction, si c'est pas son truc et qu'il n'est pas apte à le comprendre, il y aura rejet. Voilà. J'explique pas davantage, c'est un peu de la psychologie de base. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont besoin d'être confrontés à quelque chose de désagréable pour réagir et pour évoluer. C'est vrai. Mais dans la majorité des cas, quand on crée un inconfort à quelqu'un, il se défend. Voilà.
Donc la vision du côté lobby, alors le lobby qui n'existe pas, malheureusement, hein, je le déplore, j'adorerais qu'il y ait un vrai lobby vegan, c'est-à-dire un organe puissant qui ait un poids politique pour pouvoir faire plier des gouvernements dans ses intérêts, voilà. Mais ça n'existe pas. Il y a des lobbies des produits laitiers, il y a des lobbies de la viande, il y a des lobbies de la pêche, il y a des lobbies de l'agriculture, il y a des lobbies de l'agroalimentaire, il y a des lobbies de beaucoup de choses, mais vegan, il n'existe pas. Donc c'est dommage, c'est dommage. Mais donc voilà, on est plus sur un sentiment presque conspirationniste, c'est-à-dire oh, le lobby vegan qui nous impose son tofu, j'aimerais bien voir ça. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'on nous voit effectivement comme des agents d'un lobby puissant? Peut-être simplement parce que on remue quelque chose dans les gens quand on essaye de partager nos idées alors qu'elles ne sont pas forcément sollicitées finalement. En tant que vegan, quelle est ta position sur la possession d'animaux de compagnie? En as-tu déjà possédé? Le terme posséder est d'ailleurs peut-être problématique. Je suis assez d'accord d'ailleurs sur cette dernière remarque. Est-ce qu'on possède un être vivant? Je pense qu'on en a la responsabilité, on a beaucoup de devoirs envers un être vivant dont on va s'occuper, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on le possède? Alors certains le pensent, voilà. Mais j'ai un peu du mal avec cette notion aussi. Alors, pour répondre à la question en soi, les animaux de compagnie, je vois pas le problème. Tant justement qu'on n'est pas là pour les posséder, c'est-à-dire à les acheter. L'adoption, c'est très bien. Et heureusement qu'il y a des gens véganes, ou pas d'ailleurs, hein, qui vont adopter des animaux pour leur offrir un foyer, de l'affection, du soin, de l'amour, et c'est tout ça. C'est formidable. Après, est-ce que c'est incompatible avec l'idée de véganisme? Je vois pas trop, puisqu'il n'y a pas de souffrance animale, enfin, à moins que vous ayez un animal de compagnie pour le maltraiter. Donc là, effectivement, on n'est plus très compatible, ni très copain d'ailleurs. En revanche, si c'est pour lui offrir ce qu'il n'a pas, quel est le problème? Voilà. Alors, certains diront, oui, mais en fait, on peut posséder un animal de compagnie comme une sorte d'objet de substitution d'affection, et finalement, ça relègue l'animal à quelque chose d'utilitaire, et non pas comme un individu en soi. Bon, je pense que mon expression dit déjà beaucoup. Je vais pas dans ce sens. Il y a un moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Les animaux sont là. La majorité des animaux de compagnie n'ont pas demandé à naître. Ils sont là. Et en tant qu'humains, c'est peut-être aussi notre responsabilité de nous en occuper du mieux possible. Donc, est-ce que derrière, c'est parce qu'on est motivé pour briser une forme de solitude? Est-ce que c'est vraiment utilitaire? Encore une fois, c'est du cas par cas, et je ne vais pas faire de généralité. Je vois pas trop l'intérêt. Ah oui, et sur le côté, est-ce que j'ai déjà eu des animaux? Alors, en fait, j'ai toujours grandi avec des animaux. Hein, quand j'étais enfant, à la maison, on a eu chien, chat, même lapin quand j'étais tout petit. J'ai toujours eu des animaux adoptés, SPA hein, à l'époque tout simplement, ou recueillis, voilà. Et donc j'ai eu toujours un rapport très affectueux avec les animaux. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour l'animal quand il est présent. Voilà. Mais je n'ai pas d'attraction, j'ai pas de nécessité d'avoir des animaux. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment les animaux et qui aiment être entourés d'animaux. Moi, pas du tout. J'ai pas cette fibre. Alors quand ils sont là, j'assume ma responsabilité et je donne tout ce qu'il faut. Et je m'investis émotionnellement, hein, je ne suis pas juste un touriste. Mais en revanche, s'il n'y a pas d'animaux, et depuis quelques années avec Laura, nous n'avons plus d'animaux à la maison, et il n'y en aura pas d'autres. Enfin, à moins que le destin nous mette un animal entre nos mains, mais ce qui est très peu probable. Mais en tout cas, non, il n'y a pas d'animaux chez nous. Et il n'y en a pas le besoin ni le désir. Donc, j'ai rien contre, mais personnellement, c'est pas mon truc, on va dire. Ensuite, est-ce possible d'être réellement vegan et apolitique?
Ben, la réponse est oui, et heureusement. Vous imaginez si il fallait absolument avoir une étiquette politique ou être politisé pour pouvoir être vegan, ce serait assez terrible et je trouve quelque part aussi très excluant. Pour moi, le véganisme, c'est une philosophie de vie, c'est pas une idée politique en soi. D'ailleurs, en étant vegan, on ne change pas le monde. C'est vraiment une manière de vivre dans une certaine philosophie, une réflexion personnelle qui, on peut l'espérer, ait une certaine résonance auprès des gens qui nous entourent, mais pour moi, c'est comme beaucoup de choses, c'est une forme d'exemplarité, mais c'est pas imposer des idées. Voilà. Or, pour moi, la politique, c'est le concept d'avoir des idées très arrêtées et vouloir imposer ces idées aux autres, qu'ils soient contents ou pas, et quel que soit le bord. Et pour moi, par contre, le véganisme, c'est une forme d'universalisme. Ça s'adresse à tous, quelles que soient les opinions, les origines, les croyances. Donc, j'ai pas du tout envie qu'on range le véganisme dans une idée politisée. Alors, attention, il y a des gens qui vont me dire le contraire en disant « non, c'est quand même un acte politique ». Et je pense qu'il y a une petite confusion de genre. L'idée politique qui est liée au véganisme, c'est l'antispécisme. Ça, c'est un engagement autre, mais c'est pas du véganisme. D'ailleurs, les idées de pouvoir s'alimenter avec des animaux marins, style les huîtres, parce que les bivalves sont pas des êtres sentients, ça vient des mouvements antispécistes et non pas des mouvements véganes. Donc déjà, ouais, c'est deux idées qui sont pas forcément raccords. Dans le véganisme, on est végétalien strict. L'antispécisme met d'autres idées qui sont plus liées à la souffrance, la sentience, etc. Donc, voilà. Donc si on est vegan antispéciste, oui, il y a une idée politique. Mais quand on est vegan de manière globale, bah pas forcément. Mais c'est pas inconciliable. Les différentes levées de boucliers venant des éleveurs et de certains politiciens concernant le végétal, interdiction des viandes cultivées en Italie, la tentative d'interdire certaines appellations, etc., pourrait-elle, à moyen long terme, se montrer nuisible pour la production végétale, menant, dans le pire des cas, à une régression? Waouh, quelle question! Je suis pas expert dans la matière, donc je peux que donner un avis très personnel et pas faire état d'une réalité d'impact. Hein, voilà, c'est quel est l'impact? C'est un peu la question. Il est évident que on parlait tout à l'heure de lobby. À partir du moment où il y a certaines puissances qui mettent en œuvre des actions pour freiner le végétal qui a eu le vent en poupe pendant un certain temps, parce qu'ils voient très bien que c'est contraire à leurs intérêts immédiats, bon, bah voilà, enfin tout est dit, il y a quand même quelque chose qui se passe. On essaye depuis un certain temps de mettre des bâtons dans les roues dans le développement de l'offre végétale, effectivement par la guerre des mots, en essayant de privatiser le sens des mots, au lieu de les faire évoluer dans le sens d'une langue vivante, tout simplement. Et ça, c'est comme un sacré problème. Mais maintenant, est-ce que ça va mettre un vrai coup d'arrêt? Je ne pense pas. En revanche, j'en ai déjà parlé, et ça se produit déjà, oui, il y a une régression. C'est une réalité, puisque on est sur un principe d'offre et de demande. Dans le monde où on est, c'est comme ça que ça marche. Donc, si vous avez une offre de produits végétaux, mais qu'il n'y a pas de demande, qu'est-ce qui se passe? Bah, les produits disparaissent des rayons, ils ne sont pas rentables, ni à la vente, ils ne sont pas rentables à produire. Donc, même si on a les meilleures intentions du monde en termes de produits végétaux, de super bonne qualité, enfin tout ce qu'on veut, avec toutes les qualités du monde, s'il n'y a personne pour les acheter, eh ben, ça s'effondre. S'il y a très peu de gens pour les acheter, ça s'effondre. Ah, il n'y a pas de mystère, hein, c'est mathématique. Et c'est implacable. Donc aujourd'hui, vous êtes nombreux à l'avoir
témoigner. Vous avez vu pendant certains temps des rayons de simili-carnets, de produits véganes estampillés tire-larigot, et aujourd'hui, c'est plus compliqué. Alors, ça dépend des régions, ça dépend des villes, ça dépend aussi de comment est luné le gérant du magasin qui se dit « Oh, le vegan, voilà, hein ». Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, il y a toujours une réalité économique. C'est ça se vend pas assez, le centimètre carré dans le rayonnage coûte cher, mieux vaut mettre une référence qui se vend mieux qu'une autre. C'est implacable comme logique. Et je ne dirais pas que c'est injuste, hein. Honnêtement, c'est une réalité. Donc, les boutiques véganes spécialisées se sont cassées la gueule depuis le Covid. Hein. Il en reste, mais c'est une économie relativement précaire. Objectivement, hein, on ne va pas se mentir, vous le savez comme moi, les prix des produits véganes dans les boutiques spécialisées sont souvent vraiment très chers. C'est même beaucoup trop cher en fait. C'est pas accessible pour n'importe qui doit nourrir une famille par exemple. C'est pas avec des prix très élevés qu'on va pouvoir donner envie à des gens de franchir le cap. Donc ça reste encore des idées qui vont se propager autour de gens qui ont des moyens financiers ou des convictions très fortes et qui sont prêts à sacrifier sur leur confort ailleurs pour investir plus dans la nourriture végétale. Mais une économie, elle ne se repose pas sur l'idée de soutien. Quand vous soutenez une boutique, c'est pas lui rendre service, parce que c'est exactement comme l'histoire des subventions. Quand vous faites du lait subventionné, c'est pour lui permettre d'avoir un prix bas pour que tout le monde puisse avoir du lait. Et ça fonctionne. Alors c'est complètement injuste, puisque derrière, le lait végétal n'a pas de subvention. Voilà, vous le savez. Donc, c'est ça. Quand vous soutenez une boutique, vous la subventionnez. Vous ne payez pas le vrai prix du produit. Vous donnez de l'argent en plus pour qu'il s'en sorte. Alors, c'est très noble, mais à terme, ça ne marche pas. Voilà. On en a déjà eu l'exemple hein, à travers le temps, pas si loin, de plein de boutiques qui tenaient, grâce à un noyau dur de clientèle, qui, effectivement, au bout d'un moment, peut plus payer. Enfin, c'est compliqué. Surtout quand les produits véganes que vous allez trouver dans des boutiques spécialisées sont aussi disponibles en grande surface, avec plusieurs euros d'écart. Aujourd'hui, en période de crise et d'inflation, on est tous à regarder à aller au moins cher. Donc, déjà, quand il y a 10-20 centimes d'écart, moi, je fais attention. Donc, j'imagine que si vous regardez un produit équivalent de la même marque dans deux enseignes et qu'il y a plusieurs euros, ça fait réfléchir. Donc, oui, c'est une économie qui est fragile. Et elle n'a plus le vent en poupe comme il y a encore quelques années où il y avait quand même une locomotive, une mode. Et aujourd'hui, cette mode est passée, hein, faut s'en rendre compte. C'est plus tendance que le véganisme, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Mais en tout cas, en termes d'offres, il y a un impact. Donc, est-ce que les gesticulations politiques ou de lobby ont un impact concret? Difficile à dire, mais j'ai bien le sentiment que oui. Comment rester pédagogue face à la énième remarque? C'est presque vegan, il y a seulement 1% de lait, œuf, fromage, donc tu peux faire un effort quand même et le manger. Alors, moi je vais vous dire, ça je ne l'ai jamais eu. Enfin, voilà. Mais je comprends. Et j'ai eu déjà des témoignages de gens qui me disaient qu'ils avaient eu ce genre de remarques en disant ouais, tu peux faire un effort, il n'y a rien dedans en fait, il n'y a quasiment rien. Et effectivement, je pense que l'idée de l'alimentation végétale est très mal comprise. Et on va encore une fois blâmer le mot veggie, hein, qui est ce côté flou où finalement vegan, végétalien, végétarien, veggie quoi. Voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et bien quelque part, pour les gens qui ont ce genre de remarques, j'aurais tendance à pas trop les blâmer parce que finalement, l'information qui passe, elle n'est pas claire. Le vocable utilisé dans le marketing n'est pas clair. Et je pourrais vous dire la même chose avec le mot vegan. Hein. C'est un mot qui est galvaudé. En France, on parle de vegan pour végétalien, en oubliant toute la philosophie et le mode de vie qui va derrière, qui n'inclut pas que l'alimentation, rappelons-le.
Donc quand on vous dit qu'un produit est vegan, fatalement non, il est végétal ou vegan friendly à la limite. Mais les vrais produits 100% vegan sont extrêmement rares. Ne vous faites pas d'illusions. Parce que y a tellement de paramètres à prendre en compte, bien au-delà du produit lui-même, que voilà. Hein, pour connaître un peu les coulisses de cette industrie, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose de strictement 100% vegan, c'est juste impossible. Voilà. Donc oui, rester pédagogue, oui, ça peut être agaçant. C'est agaçant. Mais ça dépend de nos objectifs. Soit, effectivement, on envoie paître en disant, voilà, renseigne-toi un petit peu au lieu de sortir des conneries. Alors, ça, c'est pas très pédagogue, mais ça peut être l'expression d'exaspération. Ou alors, vous reprenez les bases. Voilà, tout simplement. Vous respirez un grand coup et c'est reparti. Bon, la question suivante, un petit peu dans la même veine. As-tu des conseils pour aborder le changement d'alimentation vers l'alimentation végétale avec son entourage? C'est malheureusement compliqué d'arriver à avoir un dialogue apaisé. Les personnes se sentent souvent personnellement attaquées et restent souvent un peu sur la défensive. On revient à ce que je disais aussi sur pourquoi on nous voit comme un lobby qui veut imposer ses idées, etc. Oui, les gens sont sur la défensive parce que dans le véganisme, selon comment on l'aborde, il y a fatalement un côté un petit peu moralisateur. C'est moi je fais quelque chose de bien, donc vous faites quelque chose de mal. Même si vous ne le formulez pas de cette manière et que c'est même pas ce que vous envoyez comme message. Mais derrière, c'est un peu comme ça que ça peut être dans le cerveau des gens. Voilà. Donc, comment faire oui, encore une fois, on va devoir faire preuve de pédagogie et de patience avec ses proches et dire, j'ai décidé de changer d'alimentation, puisque c'est la question. Ça veut dire, clairement, je ne mange plus ça. En revanche, et ça c'est important, c'est préciser tout ce que vous pouvez manger. Parce que beaucoup de gens imaginent aussi que quand on devient vegan, qu'on est sur une alimentation 100% végétale, en fait on se prive de tout et que il y aura que des légumes. Alors que c'est faux. On a énormément de choses à manger. Hein. Donc il faut reprendre les bases, pas se décourager. Et puis potentiellement aussi pouvoir répondre aux questions sur vos motivations personnelles, qu'est-ce qui vous amène à faire ce choix, parler forcément de votre engagement, mais je pense toujours en restant sur le côté personnel, ne pas donner l'impression qu'on essaye de convertir, parce que c'est ça qui est un élément de friction qui crée du conflit. Si on a en face de soi quelqu'un qui est sur la défensive, il ne faut pas aller à le heurter pour qu'il se dise « Ah, vous voyez, j'ai bien raison, ils sont bien comme ça. » Ah oui, forcément, ça marche pas. Très mauvaise stratégie. Allez, dernière petite catégorie, les questions plus perso, tout simplement. Déjà, comment vas-tu? Merci de poser la question. Est-ce que je vais... j'ai un lumbago. Voilà. Depuis quelques jours, je suis un lumbago. Donc, c'est pas terrible. Mais sinon, ça va. Tes rêves, objectifs les plus fous? Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, mais je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux. Voilà, je n'ai pas de rêve ou d'objectif fou. Je cherche au contraire un mode de vie simple et serein, sans trop de problèmes. Voilà, je cherche pas la richesse, je cherche pas la gloire, je cherche juste à être heureux, mais c'est déjà pas mal. Donc il n'y a pas grande folie. J'aurais tendance par rapport à cette chaîne, vous dire, moi mon rêve, ce serait d'avoir la sérénité, d'avoir suffisamment d'argent qui tombe tous les mois, pour qu'il n'y ait pas de doute et que je puisse continuer justement sans tracas. Ce qui n'est pas forcément simple tous les jours, mais en même temps, j'y crois. Donc, c'est même pas un rêve, c'est plutôt une vision. Donc, je continue. Ton cocktail favori? Alors, comme ça, là, vite fait, c'est le Negroni. Alors, le Negroni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cocktail qui se compose avec 3 alcools, à savoir du gin, du Campari et du vermouth. Alors, voilà, il y a différents types de vermouth.
Et puis, on va pouvoir ajouter un petit zeste d'orange, etc. Servi sur glace, etc. C'est un cocktail que j'aime beaucoup, alors qui a effectivement une certaine amertume, beaucoup de force, et que je trouve absolument délicieux. Et alors le Negroni, je vous ai donné la base, mais en fait ça se décline à l'infini avec différentes combinaisons, et on peut faire des choses vraiment très sympas autour de ce cocktail classique. Que penses-tu de la trend du café co-fermenté? Ah, grande question. Alors, je dois d'abord éclairer tous ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu du café et qui ne comprendront pas forcément la question. Ça me paraît nécessaire. Le café, dans son process, à un moment, potentiellement, peut avoir une phase de fermentation. Et dans cette fermentation, on peut ajouter un intrant. Et ça peut être typiquement des fraises lyophilisées. Ça peut être de la noix de coco séchée. Ça peut être une plante quelconque. Et durant le process de fermentation, en contact, le café va s'infuser de certaines fragrances qui vont être transmises au café et donner une note plus ou moins heureuse. Alors je dis plus ou moins heureuse pour répondre à la question. J'ai goûté des choses extraordinaires, super intéressantes, il n'y a pas très longtemps. Pour mon anniversaire, j'ai eu un café co-fermenté avec des houblons. Oui. Donc on avait un café qui était vraiment excellent avec une finale amère d'IPA. D'ailleurs, le nom était, je ne sais plus, quelque chose IPA à la fin. On avait le côté amertume sèche de fin de bouche d'une IPA, tout simplement, d'une bière. Et c'était pas ce côté amertume de café brûlé mal fait, pas du tout. C'était très élégant, c'était super bon et j'ai beaucoup aimé l'expérience, vraiment. En revanche, j'ai goûté des cafés co-fermentés justement avec de la fraise lyophilisée ou de la noix de coco. C'est pas mon truc. Voilà. C'est pas mauvais, mais c'est trop fantaisie à mon goût. Et puis, moi justement, je préfère les développements aromatiques de houblon naturel qui développent des notes fruitées un peu étranges, un peu hybrides, plutôt que de rajouter vraiment un goût, même s'il est naturel et que c'est pas une infusion avec le je sais pas, je suis pas très fan. Par contre, ça peut être génial. Donc je pense qu'il faut continuer d'expérimenter, mais franchement, tout n'est pas bon. Es-tu membre d'associations pour la défense animale? Alors, pas du tout. J'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps. J'explique la réponse quand même. J'estime que pour être membre d'une association, quel que soit le sujet, mais bon, pour la défense animale, puisque c'est le sujet évoqué, il faut pouvoir s'engager. Il faut pouvoir donner du temps, donner de sa personne, être sur le terrain, être sur des stands d'information, aller faire du tractage ou aider à organiser des événements. Enfin, il ne faut pas juste se contenter à verser une cotisation annuelle et lire la newsletter qui arrive par mail. Certains diront, oui, mais c'est déjà pas mal, et je peux être d'accord. Mais pour moi, être membre d'une association, c'est être actif. Et ça, moi, j'ai pas le temps. Donc, en fait, voilà, ça répond à la question. Es-tu aussi sexy en vrai? Je te laisse juge. Des idées pour des petits déjeuners salés qui ne demanderaient pas trop de préparation? Alors moi qui prends pas de petit déjeuner, c'est un peu une question piège. En revanche, oui, si je devais faire des petits déjeuners sans trop prendre la tête, je ferais du tofu brouillé. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on peut préparer en grande quantité, mettre dans une boîte avec un couvercle étanche au réfrigérateur et juste réchauffer la portion qu'on veut, avec des petits toasts à côté, et puis c'est parti, avec bien sûr la fameuse boîte de baked beans anglais à réchauffer à côté. Des haricots à la tomate, du tofu brouillé, un toast, merveilleux. Mais il n'y a pas beaucoup d'efforts, hein. Il faut juste anticiper le tofu, je pense, pour se simplifier la vie. Es-tu musicien? Ah alors non, voilà. Je ne joue d'aucun instrument de musique. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du chant, chant choral, j'étais soliste soprane, sachez-le. Voilà, petit instant confession. Mais bon, voilà, ça c'était à l'enfance. Une fois que j'ai mué, là je serais plutôt ténor ou baryton. Mais non, donc je ne chante pas. En plus, j'aime pas chanter. La musique, j'adore ça. Je vis en musique du matin jusqu'au soir, mais je n'en fais pas, je ne maîtrise pas cet art.
Et j'ai pas de regret d'ailleurs, parce que chacun son truc. Par contre, je ne me verrais pas vivre sans musique, parce que c'est quelque chose de très très important pour rythmer ma journée et mes humeurs. Comment est-ce que tu entretiens tes couteaux? Très simplement. Je dois les affûter une fois tous les 6 mois, très légèrement, parce que j'en prends très soin, donc ils n'ont jamais émoussé. Mais vraiment, c'est très très léger, juste pour refaire le fil de la lame, et avec un aiguiseur tout bête, hein, voilà. J'appuie pas trop fort pour éviter que ça morde sur le métal. Par contre, au quotidien, et c'est peut-être ce qui préserve la qualité de mes lames, c'est qu'une fois que j'ai utilisé mon couteau, immédiatement, même si je vais recouper des choses, la lame est systématiquement rincée, séchée. Il n'y a jamais de résidus, surtout quand on va couper des produits un peu acides, de la tomate, un citron, ce genre de choses. Le peu d'acidité qui est contenu dans le fruit est suffisant pour attaquer légèrement l'acier, même les meilleurs aciers. Donc la solution, c'est de ne pas perdre de temps et de rincer tout de suite pour neutraliser l'acidité et faire perdurer la lame dans son état. Voilà, c'est tout. Voilà. Quel est ton parcours, études et professionnel avant de devenir youtubeur? Alors là, j'ai fait énormément de choses différentes dans ma vie. Quand j'ai été ado, j'ai suivi des cours de photographie publicitaire. Avant de me rabattre sur l'art dramatique, où j'ai fait donc mes études pendant 4 ans, école Florent pour ne pas la nommer, pour devenir comédien, mais aussi metteur en scène. Et je touchais aussi bien à la régie, son, lumière et le maquillage. Voilà, j'ai tout fait. J'ai eu ma propre compagnie théâtrale pendant un certain temps, et puis à un moment j'ai laissé tomber parce que c'est très difficile d'en vivre et ça coûte extrêmement cher de produire un spectacle, et les structures en France ne sont pas adaptées pour les compagnies indépendantes qui veulent monter des choses un petit peu ambitieuses. Donc à un moment je fais voilà, hein, ça suffit. Surtout qu'en parallèle, je me suis retrouvé à bosser dans une des toutes premières salles de jeux en réseau. Alors Internet était déjà là, mais c'était assez rare d'avoir des gens qui jouaient chez eux. Donc c'est un concept qui existe encore un petit peu, mais qui ne parlera pas à tout le monde. Mais en fait, c'était des grandes salles avec plein d'ordinateurs qui étaient reliés ensemble en réseau et qui n'étaient dédiés qu'à jouer. C'était même pas connecté sur Internet, c'était en réseau local. Et pendant quelques années, j'étais dans une salle qui s'appelait Crazy Mouse. Et en gros, j'étais payé pour animer la salle, à savoir apprendre aux gens à jouer et être un adversaire redoutable pour eux. Voilà, j'ai blessé certains égos. Ensuite, de ça a découlé que je suis devenu journaliste, d'abord pigiste, dans le milieu du jeu vidéo, grâce à des rencontres dans cette salle de journalistes. Et puis rédacteur en chef de magazine. J'ai travaillé un peu dans l'animation japonaise et dans la presse spécialisée des loisirs numériques, tout ça. Voilà. Ensuite, quand la presse s'était effondrée, que le monde des startups de l'internet s'est cassé la gueule, j'étais en plein dedans. J'ai changé mon fusil d'épaule pour travailler dans une autre passion qui était la technique informatique. Donc j'ai été technicien de maintenance informatique pendant de très nombreuses années, en parallèle de la création de VG Zone d'ailleurs, parce que c'est le cas. Et voilà, après, à un moment j'en ai eu marre d'avoir 2 boulots, à savoir réparer les problèmes des gens en journée et le soir devoir faire des tests, des articles, les week-ends, ou faire des livres. Pour faire les livres, les premiers livres que j'ai faits qui ont été publiés, je posais mes vacances. Et pendant mes vacances, je faisais le livre. Voilà, c'était 3 semaines de tabassage. Autant dire que c'est pas ce qu'il y a de plus reposant comme vie. Donc à partir du moment où j'ai eu des opportunités pour commencer à essayer d'être un peu plus professionnel sur la création de contenu, c'est-à-dire être rémunéré, je me suis lancé. Après, tout s'est pas passé comme prévu, mais je regrette pas d'avoir franchi le cap. Et on va finir avec une dernière question. Votre dernier concert, votre style de musique? Ah, bon. Je vais plus à des concerts depuis tellement longtemps. J'ai eu ma période, j'en ai vu beaucoup. Je trouve ça chouette, hein, l'ambiance des concerts. Enfin, ça dépend des concerts. Mais ça fait longtemps. Le dernier en date,
faudrait que j'essaye de retrouver une trace quelque part. Ah, c'était peut-être le concert de Quail à Lyon. Voilà. Alors le style de musique que j'écoute personnellement, c'est plutôt des trucs sombres. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de joyeux. Enfin si, mais pas dans ma musique et mes goûts culturels. Donc ça va être des trucs dark wave, du industriel, du gothique, beaucoup de dark ambiante. C'est ce que je mange le plus, hein. C'est dark ambiante matin jusqu'au soir. Je médite avec de la dark ambiante, je marche avec de la dark ambiante, je travaille avec de la dark ambiante. Et à côté de ça, il y a la techno. Je suis très musique électronique et principalement techno. Voilà, ça fait un peu le tour de mes goûts. Je suis pas quelqu'un de fermé, mais finalement j'ai des goûts assez arrêtés par la force des choses. Je reviens toujours à des sonorités électroniques et sombres. C'est ce qui me fait vraiment vibrer. Tout ce qui est un petit peu pop, léger, happy et tout ça, ça m'ennuie et je trouve ça... Enfin, c'est pas mon truc. Voilà, je ne veux pas émettre de jugement négatif, mais ça me parle tellement pas que ça m'ennuie. Et j'ai même parfois du mal à comprendre pourquoi ça peut plaire. Voilà. Mais moi, je sais que la musique, encore une fois, a une place très très importante dans ma vie. Et j'en écoute tout le temps. Et ben voilà, ça y est. Je me disais, il n'y a pas beaucoup de questions cette année. En fait, si, il y en a beaucoup. Donc ça a pris un certain temps. J'espère que j'ai répondu à tout ce que vous attendiez. 100% des questions, hein. Comme toujours, je me livre à l'exercice de manière honnête. Donc voilà, hein, on remettra ça l'année prochaine, bien évidemment. Donc vous pouvez déjà préparer vos questions et noter dans un coin si vous le souhaitez. On se donne rendez-vous dans un an. En tout cas, je tiens quand même à vous remercier pour votre fidélité tout au long de l'année. Et puis, à souhaiter la bienvenue pour les petits nouveaux. Parce que, bon, évidemment, ces questions, elles sont posées par toutes les personnes qui me connaissent un petit peu, qui suivent mon travail. Mais la vidéo est certainement vue aussi par des nouveaux qui me découvrent. Et donc ça vous aura donné peut-être quelques petits éléments de ma personnalité au passage pour mieux apprécier mon travail par la suite. Allez, on reprend le cours d'une vie normale. Alors, qu'est-ce qu'on va se préparer aujourd'hui comme petite recette? Eh bien, j'ai préparé mon coup, je vous l'avoue. On va faire un chili sin carne. Et quand je dis que j'ai tout préparé, c'est que j'ai commandé exprès tous les produits dont j'ai besoin sur le site de Coro. Ah, je suis sûr que vous l'avez vu venir. Ben oui, parce que sur le site de Coro, il y a effectivement tous les produits de base dont j'ai très souvent besoin en cuisine. Et là, j'avais besoin de refaire mon stock de conserves, de légumineuses, entre autres produits. Alors, je vous montre de quoi il en retourne. Déjà, la boîte de haricots rouges, indispensable. Simple. En deuxième, parce qu'on fait un cocktail de haricots aujourd'hui, oui, du haricot noir. Et alors ça, je trouve que c'est très difficile à trouver dans les commerces standards. Il faut souvent aller dans des épiceries un petit peu plus spécialisées pour trouver du haricot noir. Je ne sais pas pourquoi. Au moins, chez Coro, il y en a tout le temps. Autre petite boîte, j'en achète pas souvent du maïs. Voilà, c'était l'occasion puisqu'il y en avait. Quand même, au niveau de la protéine, même si, bon, déjà, au niveau légumineuse, on est bien, mais j'ai très envie de travailler ceci, j'en ai déjà parlé, c'est du tofu au piment. Alors, ce n'est pas pimenté au terme de chauffe très très fort, mais ça a quand même le goût du piment, et c'est légèrement relevé. Donc ça, j'aime beaucoup. Bon, et bien sûr, j'ai repris quelques bases pour le quotidien, à savoir de l'huile de cuisson. Alors, l'huile de cuisson de chez Coro, je l'utilise vraiment tous les jours, dans toutes les circonstances, quand je n'utilise pas de la margarine. Elle est vraiment très bien. Elle tient la température, elle dégage pas d'odeur bizarroïde comme certaines huiles. Elle ne donne pas non plus de goût un peu particulier aux aliments qu'on cuit, ça reste très neutre. Elle remplit juste sa fonction d'huile pour éviter que les plats attachent ou juste donner un petit corps gras sympathique. Et puis enfin, alors là j'ai déjà mis dans mon pot, c'est le fameux bouillon de légumes avec sel. J'insiste, Coro propose 2 bouillons de légumes, un avec sel et l'autre sans sel. Si vous utilisez le sans sel par préférence, vous êtes obligé de ressaler derrière. Sachant que, quand même, nos amis les conserves sont elles aussi
sans sel. Donc ça, c'est très inhabituel dans le monde de la conserve où tout est déjà assaisonné. Moi, j'apprécie de pouvoir saler à ma guise. Bref, voilà, avec tout ça, on va faire une très bonne petite recette, très réconfortante de chili sin carne. Et si vous avez envie de refaire à l'identique la recette, je vous invite à aller sur le site de Coro et surtout d'utiliser mon code de réduction pour avoir moins 5%. Le code, vous le connaissez à force, Sébastien Cardinal, bien sûr. Sur ce, on s'y met. Ah, messieurs, dames, j'en ai l'eau à la bouche. Ça sent tellement bon. Allez, voyons ça sans plus attendre. Ouh là 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 là. C'est très très bon. Bon, pas de surprise. Mais là, c'est très harmonieux. C'est la première fois que je mélange ensemble haricots rouges, haricots noirs et le maïs, ainsi que ce tofu au piment. Ça fonctionne, c'est harmonieux. Alors bien sûr, dans un chili, qu'est-ce qui fait le chili au-delà de la texture des ingrédients? C'est les épices. Pour ce faire, moi j'ai utilisé un mélange que je fais moi-même, que je passe avec mon mixeur à épices pour faire ma propre poudre. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle poudre, Tex-Mex, chili, voilà, ça se trouve très facilement dans les grandes surfaces sans aucun problème. Ça ira. Maintenant, moi, je préfère faire mon petit dosage qui est quand même un petit peu plus relevé, parce que vous avez remarqué que je n'ai pas rajouté de piment. Or, qu'est-ce qu'un chili sans piment, franchement? Bon, bien sûr, vous ferez comme vous voulez. Déjà, de base, c'est délicieux. On a des profondeurs de goût, c'est bien assaisonné, la texture des deux différents haricots, ça se ressent en bouche. Le haricot rouge est un peu plus ferme que le haricot noir qui est plus fondant. En termes de subtilité aromatique, je ne pourrais pas vous dire dans le plat. Hein, j'arrive pas à les différencier quand même, faut pas exagérer. En revanche, quand on tombe sur les petits grains de maïs, ça claque sous la dent, ça donne une petite pointe de sucrosité bien agréable. Le tofu, quant à lui, apporte cette texture différentielle, un petit côté pimenté en plus, bien sûr, mais il a surtout capté le goût de la sauce. Voilà les amis, c'était vraiment très rapide comme recette, facile à exécuter quand on a les différentes boîtes sous la main, c'est vraiment très peu de prise de tête, ça va vite, c'est bon, c'est réconfortant et c'est ce qu'on a envie. Et voilà les amis, bah c'est fini. Et oui, il faut bien que ça s'arrête à un moment ou un autre. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez eu toutes les réponses à vos questions surtout. Hein. Je sais déjà que certains me diront « Ah mais zut, si j'avais vu qu'il y avait une FAQ, j'aurais posé des questions moi aussi, ah là là là. » Oui, bon, je sais, il faut aller dans l'onglet communauté pour voir quand je pose la question. Et c'est vrai que c'est un petit peu mal foutu sur YouTube, si on regarde pas sur l'application sur smartphone, quand on regarde YouTube comme moi je le fais directement depuis l'ordinateur dans un navigateur, on voit pas instinctivement ce qu'il y a dans l'onglet communauté, les questions, les réponses. Et c'est un réflexe à prendre, mais oui, je sais, c'est frustrant. Pensez-y l'année prochaine. Enfin bon. J'espère que vous allez bien, quoi qu'il arrive. N'oubliez pas les pouces, les abonnements, tout ça, vous connaissez la chanson.
Et on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!